Le soir d'automne avait transformé les rues du village en Provence en une peinture aux teintes d'ambre et d'or. Les réverbères projetaient leurs lueurs chaudes sur les pavés humides, reflétant les couleurs des feuilles mortes qui jonchaient les trottoirs. Il y avait quelque chose d'indiciblement paisible en cette saison. Alors que l'air se faisait plus vif et que le monde semblait ralentir sa course effrénée, ne serait-ce qu'un instant, Léo Martin marchait, main dans la main avec sa fille, à travers le quartier résidentiel du village. Leurs pas créaient un rythme doux et régulier sur le trottoir humide, une mélodie discrète dans le silence grandissant du crépuscule. C'était un homme approchant la quarantaine, vêtu d'un costume bleu marine qui témoignait de longues journées passées au bureau. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés en arrière, et bien que son expression portât le poids des responsabilités, une infinie douceur brillait dans ses yeux lorsqu'il baissait le regard vers la petite main blottie dans la sienne. La petite Manon, âgée d'accent grave peine 4 ans, portait un cardigan en tricot rose par-dessus sa robe blanche, avec un bonnet assorti de la même couleur qui couvrait ses cheveux blonds et bouclés. Elle bavardait sans cesse, racontant sa journée à l'école maternelle, lui décrivant les dessins qu'elle avait peints avec application et les chansons qu'elle avait apprises avec enthousiasme. Léo écoutait avec la patience d'un père qui savait que ces moments étaient des trésors inestimables, qui comprenait que l'enfance passait bien trop vite, comme un souffle léger. Leur voiture était garée un peu plus bas dans la rue, une vieille Renault 4 d'un bleu profond, qui attendait patiemment sous la lueur diffuse des lampadaires, son allure humble contrastant avec le sérieux du costume de son propriétaire. Ils avaient passé la soirée au cours de danse de Manon, l'un de leurs rituels hebdomadaires que Léo ne manquait jamais, aussi exigeant que soit son travail. Alors qu'ils approchaient de la voiture, Manon s'arrêta brusquement de marcher. Sa petite main tira sur celle de son père, et elle pointa du doigt un banc public sur la place du village, juste sous l'un des réverbères au style un peu suranné. « Papa » dit-elle de cette voix innocente qui pouvait briser un cœur par sa pureté. « Pourquoi elle dort sur le banc ?» Léo suivit le regard de sa fille et sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Là, recroquevillée sur le banc en bois, se trouvait une jeune femme. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cheveux châtains clairs qui tombaient en désordre sur son visage. Elle portait une fine robe beige qui offrait peu de protection contre le froid automnal, et elle serrait un petit paquet blanc contre sa poitrine. Même à distance, Léo pouvait voir qu'elle tremblait, mais c'est le paquet qui le fit s'arrêter net. En regardant de plus près, il réalisa avec un choc que ce n'était pas seulement un ballot de tissu. C'était un bébé. La femme tenait un nourrisson enveloppé dans ce qui semblait être une couverture usée, et tous deux dormaient sur ce banc froid alors que la soirée devenait de plus en plus sombre et glaciale. « Elle doit être très fatiguée, mon cœur, dit doucement Léo, mais son esprit s'emballait déjà. Personne ne dormait sur un banc comme ça par choix, surtout pas avec un bébé. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Manon leva les yeux vers son père avec ses grands yeux interrogateurs qu'ont les enfants. Ceux qui voient encore le monde comme un endroit où tout devrait avoir un sens, où tout le monde devrait être en sécurité et au chaud. « Est-ce qu'elle va bien, papa ? Et le bébé, il va bien ?» Léo s'agenouilla à côté de sa fille, se mettant à sa hauteur. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je pense que nous devrions aller voir. »« Ça te va ?» Manon hocha la tête sérieusement, comme si elle comprenait toute l'importance de ce moment. Léo se releva et s'approcha lentement du banc, ne voulant pas effrayer la jeune femme. En se rapprochant, il put voir plus de détails qui le troublèrent profondément. Ses vêtements étaient sales et humides à cause d'une averse plus tôt dans la journée. Ses chaussures étaient usées jusqu'à la semelle. La couverture du bébé, bien qu'enveloppée avec soin autour du nourrisson, était élimée et rapiécée. « Excusez-moi, dit doucement Léo. Mademoiselle, est-ce que tout va bien ?» La jeune femme s'agita, ses paupières papillonnèrent. Pendant un instant, elle parut confuse, désorientée. Puis, en réalisant où elle était et qu'un inconnu se tenait devant elle, la peur traversa son visage. Elle se redressa rapidement, serrant le bébé plus fort contre sa poitrine, son corps se tendant comme pour se préparer à fuir. « Je suis désolée, dit-elle rapidement, la voix rauque d'épuisement. « Je suis désolée. Je vais partir. Je ne voulais pas. Je vais aller ailleurs. »« Non, s'il vous plaît, dit Léo en levant les mains dans un geste de paix. Je ne vous demande pas de partir. Je suis juste inquiet. Il commence à faire froid et vous avez un bébé. Avez-vous un endroit où aller ? Les yeux de la femme s'emplirent de larmes et elle détourna le regard, honteuse. Nous allons bien.
Nous irons bien. Mais il était évident qu'elle n'allait pas bien. Léo pouvait le voir. Il le voyait dans la façon dont elle tremblait, dans les cernes sombres sous ses yeux, dans la manière désespérée dont elle tenait son enfant. Manon s'avança alors, sa petite voix perçant la tension. « Tu es triste » demanda-t-elle à la femme. « Quand je suis triste, mon papa me fait du chocolat chaud. »« Tu veux du chocolat chaud » La simple gentillesse des mots d'un enfant sembla briser quelque chose chez la jeune femme. Un sanglot s'échappa de sa gorge, et elle couvrit sa bouche d'une main, essayant de retenir ses larmes. Léo prit une décision. C'était le genre de décision que certains pourraient remettre en question, qui comportait des risques, qui défiait les frontières prudentes que les gens construisent autour de leur vie. Mais c'était aussi la seule décision que son cœur lui permettait de prendre. « Je m'appelle Léo Martin, dit-il calmement. Voici ma fille, Manon. Nous habitons non loin d'ici. Je voudrais vous offrir un endroit chaud pour la nuit, un repas chaud, un lieu sûr pour que vous et votre bébé puissiez dormir. Sans condition, sans questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Juste de la chaleur et de la sécurité pour une nuit. » La femme le dévisagea comme s'il avait parlé une langue étrangère. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. Vous êtes une mère qui protège son enfant, dit simplement Léo. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Le reste, on verra demain. Mais cette nuit, les températures vont chuter près de 0. Et ni vous ni votre bébé ne devriez être dehors par ce froid. » La femme baissa les yeux sur son nourrisson, et Léo vit la guerre qui se jouait sur son visage. La fierté contre la nécessité. La méfiance contre le désespoir. La peur contre l'espoir. « Je m'appelle Chloé, » murmura-t-elle finalement. « Chloé Bernard. Et voici Léa. Elle a 2 mois. Enchanté de vous rencontrer, Chloé. Nous laisserez-vous vous aider » Chloé hocha la tête, incapable de parler, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Léo l'aida doucement à se relever, remarquant sa faiblesse, la façon dont elle vacilla légèrement comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Manon tendit la main et prit la main libre de Chloé, celle qui ne tenait pas la petite Léa, et la serra de manière rassurante. « C'est pas grave, » dit la petite fille avec une certitude absolue. « Mon papa, il aide les gens. C'est ce qu'il fait. » Ils parcoururent la courte distance jusqu'à la voiture de Léo. Il ouvrit la portière arrière et aida Chloé à s'installer, s'assurant qu'elle et le bébé étaient confortablement installés. Manon grimpa à côté d'elle, se remettant à bavarder sur le fait que leur maison avait une chambre d'amis avec un lit très très doux et que Madame Dubois, leur gouvernante, faisait la meilleure soupe du monde entier. Alors que Léo conduisait à travers les rues éclairées par les lampadaires en direction de sa maison, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Chloé avait les yeux fermés, adossée au siège, mais ses bras restaient protecteurs autour de son bébé. Manon parlait toujours, sa petite voix remplissant la voiture d'une chaleur innocente. Léo pensa à son propre parcours jusqu'à ce moment. Il avait bâti une entreprise prospère à partir de rien, devenant PDG avant ses 35 ans. Il avait de l'argent, de l'influence, une belle maison. Mais il avait aussi perdu sa femme, Sophie, emportée par un cancer 3 ans plus tôt. Et il avait appris à la dure que le succès ne signifiait rien si l'on n'avait personne avec qui le partager, si on ne l'utilisait pas pour rendre le monde un peu meilleur. Sa femme, Sophie, avait été la personne la plus bienveillante qu'il ait jamais connue. Elle avait été bénévole dans des foyers pour sans-abri, avait fait des dons à des causes qui aidaient les familles en difficulté, et rappelait toujours à Léo que leur bénédiction s'accompagnait de responsabilités. Avant de mourir, elle lui avait fait promettre d'enseigner à Manon les mêmes valeurs, de lui montrer que la gentillesse était plus importante que la richesse. « Nous sommes arrivés », dit doucement Léo en s'engageant dans l'allée d'une confortable maison de campagne. Elle n'était pas ostentatoire, bien qu'il aurait pu s'offrir beaucoup plus. Sophie avait voulu une maison, pas un manoir, et il avait honoré ce souhait. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante. Madame Dubois, qui l'aidait avec Manon et s'occupait de la maison pendant que Léo travaillait de longues heures, terminait sa journée. Elle jeta un seul regard à Chloé et au bébé, et sans hésiter une seconde, elle passa à l'action. « Ma pauvre petite, » dit-elle en guidant Chloé vers le canapé du salon. « Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais faire du thé et réchauffer de la soupe. Et le bébé a besoin de manger. Oui, je vais préparer des biberons.
Chloé parut submergée. Je n'ai pas. Je n'ai pas de lait maternisé. J'allaite, mais je n'ai pas assez mangé, et mon lait. Chut, chut, dit doucement Madame Dubois. Nous allons vous nourrir, et ensuite vous pourrez la nourrir. Tout va bien se passer. Léo montra à Chloé la chambre d'amis à l'étage, où Madame Dubois avait déjà disposé des serviettes propres et ouvert le lit. Il y a une salle de bain juste ici, dit-il en désignant la porte adjacente. Prenez une douche chaude si vous le souhaitez. Je vais demander à Madame Dubois de vous monter des vêtements qui pourraient vous aller. Ils appartenaient à ma femme. Elle est décédée il y a quelques années, mais je pense qu'elle serait heureuse de savoir qu'ils aident quelqu'un. Les yeux de Chloé s'embrouillèrent à nouveau. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous êtes si gentil avec une parfaite inconnue? Léo resta silencieux un moment, choisissant ses mots avec soin. Quand ma femme était malade, quand nous traversions la pire période de notre vie, des gens nous ont montré une gentillesse inattendue. Des voisins apportaient des repas. Des amis conduisaient Manon à l'école quand je ne le pouvais pas. Des inconnus à l'hôpital offraient des mots de réconfort. J'ai appris que la gentillesse n'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est quelque chose dont on a besoin et quelque chose que l'on donne. Parce que nous sommes tous simplement des êtres humains qui essaient de traverser cette vie compliquée. Il marqua une pause, puis ajouta, et parce que ma fille a demandé pourquoi vous dormiez sur ce banc, et je n'avais pas de bonne réponse. La seule réponse que j'ai, c'est que parfois le monde est dur, et que parfois les gens passent à travers les mailles du filet, et que parfois il suffit qu'une seule personne tende la main pour aider quelqu'un à se relever. Chloé couvrit son visage de ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Léo s'excusa discrètement, lui laissant de l'intimité pour digérer tout ce qui se passait. En bas, Manon aidait Madame Dubois à mettre la table, plaçant les serviettes à côté de chaque assiette avec une précision méticuleuse. Quand elle vit son père, elle courut vers lui et enroula ses petits bras autour de ses jambes. « Papa, on a fait une bonne chose ?» Léo la prit dans ses bras, la serrant fort. « Oui, ma chérie. On a fait une très bonne chose. » Comme maman faisait? Exactement comme maman faisait. Manon sourit, satisfaite, et gigota pour être reposée afin de continuer à aider Madame Dubois. 1 heure plus tard, ils étaient tous assis autour de la table de la cuisine. Chloé avait pris une douche et s'était changée avec des vêtements de Sophie, un simple pull et un pantalon confortable. Elle paraissait plus jeune maintenant, propre et au chaud, probablement pas plus de 22 ou 23 ans. La petite Léa dormait paisiblement dans un couffin que Madame Dubois avait sorti du grenier, celui que Manon avait utilisé bébé. Chloé mangea lentement au début, comme si elle n'arrivait pas à croire que la nourriture était réelle. Puis, alors que sa faim la rattrapait, elle mangea plus avidement, finissant 2 bols de la soupe maison de Madame Dubois et 3 morceaux de baguette. « Merci, dit-elle doucement. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu un repas chaud. »« Vous n'avez pas à nous remercier, » dit Léo avec douceur. « Mais si vous voulez parler de ce qui s'est passé, de ce qui vous a amené sur ce banc ce soir, nous sommes là pour écouter. Sans jugement. Juste. Si nous pouvons aider plus qu'avec un lit chaud et un repas, j'aimerais essayer. » Chloé resta silencieuse un long moment, fixant son bol vide. Puis, lentement, elle commença à parler. Elle avait grandi en foyer, au sein de l'aide sociale à l'enfance, jamais adoptée, sortie du système à 18 ans sans nulle part où aller et sans aucun soutien. Elle avait enchaîné les petits boulots payés au SMIC, essayant de joindre les 2 bouts, vivant dans un minuscule appartement avec 3 colocataires. Puis elle était tombée enceinte. Le père avait disparu dès qu'il l'avait appris. Ses colocataires l'avaient mise à la porte parce qu'ils ne voulaient pas d'un bébé dans l'appartement. Elle avait essayé de travailler le plus longtemps possible, mais quand Léa est arrivée, sans congé maternité, sans économie et sans famille pour l'aider, tout s'était effondré. Elle avait perdu son travail, perdu son appartement, et s'était retrouvée à la rue avec un nouveau-né. « J'essaie d'aller dans un centre d'hébergement, » dit-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. Mais ils sont tous pleins. Il y a une liste d'attente. Ils m'ont dit peut-être 2 ou 3 semaines avant qu'un lit ne se libère. Je dors où je peux trouver un endroit à peu près sûr. Mais ce soir j'étais tellement fatigué, j'avais si froid, et je me suis assise sur ce banc juste pour me reposer 1 minute. Et je suppose que je me suis endormie. Elle leva les yeux vers Léo, des larmes coulant sur son visage. Je suis une mère horrible.
Quel genre de mère se retrouve à la rue avec un bébé de 2 mois? Une mère qui fait de son mieux dans des circonstances impossibles, dit fermement Léo. Une mère qui a gardé son bébé en sécurité et au chaud même quand elle-même avait froid et faim. Ce n'est pas une mère horrible, Chloé. C'est une mère qui aime son enfant assez pour continuer à se battre. Manon, qui avait écouté tranquillement tout en coloriant à table, leva la tête. Ma maman est morte, dit-elle avec le naturel des enfants. Mais avant de mourir, elle m'a dit que l'amour, c'est la chose la plus importante. Et toi, tu aimes ton bébé, alors tu es une bonne maman. Chloé rit et pleura en même temps, tendant la main pour serrer la petite main de Manon. Merci, ma puce. C'est très gentil à toi de dire ça. Au cours de l'heure suivante, alors que Manon jouait avec ses jouets dans un coin et que la petite Léa dormait paisiblement, Léo et Chloé parlèrent de questions pratiques. Il apprit qu'elle n'avait pas de carte d'identité, pas d'acte de naissance pour Léa. Tout avait été perdu ou volé pendant son temps dans la rue. Elle n'avait pas de compte en banque, aucun moyen de trouver un travail, aucun moyen d'accéder aux aides sociales qui pourraient l'aider. Mais Léo était un solutionneur de problèmes. C'est ce qui faisait son succès en affaires. Et maintenant, il appliquait cette même énergie à résoudre les problèmes de Chloé. Demain, dit-il, nous irons aux services sociaux et commencerons à faire refaire vos papiers. J'ai un ami avocat qui peut t'aider à accélérer les choses. Nous obtiendrons l'acte de naissance de Léa, nous lui prendrons rendez-vous chez un pédiatre pour un contrôle. Nous vous inscrirons pour les aides sociales et les allocations familiales, tout ce à quoi vous avez droit. Chloé secoua la tête, incrédule. Pourquoi feriez-vous tout ça? C'est déjà plus que tout ce que j'aurais pu demander. Parce que c'est la bonne chose à faire, dit simplement Léo. Parce que vous méritez de l'aide. Parce que Léa mérite un foyer stable. Et parce que j'ai les ressources et la capacité d'aider, ce qui signifie que j'ai la responsabilité de le faire. Il marqua une pause, puis continua. J'ai un petit gîte attenant à ma propriété, de l'autre côté du village. Il est meublé, charge comprise. Il est vide en ce moment. Vous et Léa pourriez y rester le temps de vous remettre sur pied. Pas de loyer pour les 6 premiers mois. Après ça, on pourra parler d'un montant raisonnable en fonction de ce que vous pourrez vous permettre. Chloé le regarda, sans voix. Et Léo continua, mon entreprise recherche toujours de bonnes personnes. Nous avons des postes dans nos bureaux qui ne nécessitent pas de diplômes universitaires. Travail administratif, classement, saisie de données. Ce n'est pas prestigieux, mais ça paie un salaire décent avec des avantages. Je peux organiser une place en crèche sur place pour Léa. Vous devrez faire vos preuves, travailler dur, être à l'heure. Mais si vous êtes prête à le faire, le poste est à vous. Je ne comprends pas, murmura Chloé. Les gens ne font pas des choses comme ça. Ils ne le font tout simplement pas. Certaines personnes si, dit Léo doucement. Peut-être pas assez, mais certains d'entre nous essaient. Madame Dubois, qui avait tranquillement rangé la cuisine, s'approcha et posa une main sur l'épaule de Chloé. Quand mon mari est mort il y a 20 ans, je n'avais rien. La femme de Monsieur Léo, elle m'a aidé à me remettre sur pied. Elle m'a donné un travail, m'a aidé à obtenir mes papiers, m'a traité comme de la famille. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils font. Chloé s'effondra alors, sanglotant dans ses mains. Toute la peur, le stress et l'épuisement des derniers mois se déversaient. Léo et Madame Dubois restèrent avec elle, la laissant pleurer, offrant un réconfort silencieux, des mouchoirs et la simple présence de personnes qui se souciaient d'elle. Finalement, Chloé se ressaisit. Elle regarda Léo avec des yeux rougis. Je travaillerai dur. Je le promets. Je prouverai que je mérite cette chance. Je ne vous décevrai pas. Je sais que non, dit Léo. Mais Chloé, vous n'avez rien à prouver pour mériter la décence humaine la plus élémentaire. Vous la méritez juste parce que vous êtes une personne, une mère, quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est suffisant. Cette nuit-là, Chloé et Léa dormirent dans la chambre d'amis, dans un lit douillet avec des draps propres et des couvertures chaudes. En bas, Léo était assis dans son bureau, repensant aux événements de la journée. Manon entra sur la pointe des pieds, vêtue de son pyjama, serrant son lapin en peluche préféré. Papa, je suis contente qu'on ait aidé la dame et le bébé. Léo prit sa fille sur ses genoux. Moi aussi, ma chérie.
C'est ça que maman voulait dire quand elle disait qu'on doit être gentil avec les gens? C'est exactement ça qu'elle voulait dire. Manon resta silencieuse un moment, puis dit, « Je crois que maman serait fière de nous. » Léo sentit ses yeux le piquer. « Je crois que tu as raison, Manon. Je crois qu'elle serait très fière. » Il porta sa fille jusqu'à son lit, l'aborda et l'embrassa sur le front. Alors qu'il éteignait sa lumière et se tenait sur le seuil, il pensa à toutes les décisions qu'il avait prises ce jour-là. Le choix de s'arrêter, de demander si quelqu'un avait besoin d'aide, d'ouvrir sa maison et ses ressources à une inconnue. Certains diraient qu'il était insensé, qu'il prenait des risques, qu'il était trop confiant. Mais Léo savait que ce n'était pas le cas. Il savait que la compassion n'était pas une faiblesse. La gentillesse n'était pas de la folie. Et parfois, la meilleure chose qu'une personne puisse faire de son succès était de l'utiliser pour élever quelqu'un d'autre. Il pensa à Sophie, aux valeurs qui lui étaient chères, à l'exemple qu'elle avait voulu donner à leur fille. Et il savait qu'aujourd'hui, il avait honoré sa mémoire de la meilleure façon possible. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux problèmes à résoudre, de nouveaux obstacles à surmonter. Mais ce soir, une jeune mère et son bébé dormaient en sécurité et au chaud sous son toit. Ce soir, sa fille avait appris une leçon précieuse sur la compassion. Ce soir, il avait utilisé ses bénédictions pour bénir quelqu'un d'autre. Et cela, pensa Léo en se dirigeant enfin vers son propre lit, était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout. Car en fin de compte, la vie ne se mesurait pas à la richesse, au statut ou au succès. Elle se mesurait à la gentillesse que nous montrions à ceux qui en avaient le plus besoin. Au pont que nous construisions au lieu des murs, aux mains que nous tendions au lieu des portes que nous fermions. Et en cette nuit d'automne, dans une maison remplie de chaleur et d'espoir, c'est exactement ce qui s'était passé. Une question d'enfant, une femme dormant sur un banc, une décision d'aider. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Ou peut-être pour changer de vie. Ou peut-être pour nous rappeler ce que signifie vraiment être humain.